Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Abdou Diouf Baldé, consultant en développement microfinance. Par ailleurs, vous êtes acteur politique sous la bannière du RCD. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Harouna. Alors, avant de commencer l'émission, permettez-moi de souhaiter Ramadan Moubarak à toutes les musulmanes et tous les musulmans du monde entier. Alors, très rapidement, à ce jour, le Sénégal a enregistré 69 cas testés positifs du Covid-19. Alors, tout récemment, le président de la République disait que nous devons rester vigilants car le pic est devant nous. Quelle est votre première lecture par rapport à cela? Voilà, merci pour l'invitation. Vous allez me permettre d'abord de souhaiter à toute la Oumma islamique un bon Ramadan. Et prier quand même que d'ici un mois, d'ici la fin du Ramadan, que nous puissions trouver des solutions à la pandémie du Covid-19. Bon, la première lecture que j'ai de l'annonce du résultat, je la partage largement d'ailleurs. C'est que nous sommes, comme il l'a dit, nous sommes je ne pense même pas qu'on ait atteint le pic. Parce que tous les experts tendent à dire que le Covid-19 connaît actuellement une phase de mutation. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la première phase qu'on a connue. Il y a une phase de mutation. Le pic sera atteint, il y a des gens qui parlent d'ici au mois de juin, mai-juin, on a atteint le pic. D'autres sont encore beaucoup plus alarmistes. Mais ce qui est sûr, c'est d'abord ce qu'il faut comprendre dans l'annonce du février, c'est que nous devons être encore plus vigilants. Parce qu'il ne faut pas dormir sous nos lauriers en disant qu'on n'a pas atteint encore les centaines de morts, que nous gérons la situation. C'est de redoubler davantage de vigilance en respectant les barrières, la distanciation sociale, maintenant l'utilisation de gel hydroalcoolique. Et en même temps le port des masques. Et je l'exhorte dans ce sens-là d'abord à accélérer la cadence pour la mise en disposition de la population de masques pour pouvoir se protéger. Voilà la lecture que je voulais faire par rapport à cette situation-là. Très bien. Alors aujourd'hui vous êtes invité, nous allons discuter sur l'impact du Covid-19 à l'économie mondiale, nationale et locale, surtout de Vélingara, où nous sommes actuellement. Alors très rapidement, le Covid-19 a frappé plein fouet l'économie mondiale. Alors vous, en tant que consultant qui œuvre dans ce domaine-là, quelle est votre première lecture par rapport à cet effet en quelque sorte? La première lecture que je vais faire sur ce point-là, c'est que nous sommes en train de vivre les effets néfastes de la mondialisation et de la globalisation. Parce que quand on parle de mondialisation, de globalisation, on parle de village planétaire. Il y a une interaction, il y a un flux de biens et services de part et d'autre, les gens s'échangent, les gens circulent. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que tout simplement, si vous voyez même le foyer du Covid-19, la Chine, quoi qu'on puisse dire, c'est le centre commercial du monde. Par exemple, tous les produits manufacturés, la majeure partie des produits manufacturés qui sont consommés, je ne dirais pas seulement en Afrique, mais à travers le monde, viennent de la Chine. Donc, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, même, il fallait s'y attendre. Peut-être qu'on n'a pas été assez vigilant dès le début quand il y a eu le problème. Les gens ne sont pas été assez vigilants, nous n'avons pas fait très tôt dans la prévention. Mais cela est la résultante de ce que je disais tout à l'heure. C'est que nous sommes dans un monde globalisé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les effets néfastes de cette mondialisation-là. C'est que quand les gens s'exportent ailleurs, quand les gens circulent, quand les gens vont ailleurs, ils amènent ce qui est bien comme ils peuvent amener ce qui est mauvais. Comme de l'autre côté aussi, il faut prendre ce qui est bien et ramener ce qui est mauvais aussi. C'est tout à fait possible. Donc, parce que quand, dans un premier temps, quand on a eu le virus,
la première réaction des États à travers le monde, c'était d'abord de rapatrier le ressortissant. Et vous avez vu que le président Macky Sall a été beaucoup plus vigilant. Il n'a d'abord pas refusé, mais il avait jugé plus opportun de les soutenir de là-bas, de contenir le processus là-bas, au lieu de les rapatrier au niveau du Sénégal. Je pense que c'est une besoin mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y avait pas de solidité économique mondiale, parce qu'à l'espace de 5 mois, on voit qu'on parle de crise économique causée par le coronavirus, mais est-ce que réellement il y avait une solidité économique? Oui, on ne peut pas, parce que, parlant de la Chine d'abord, si on parle de la Chine, c'est une économie très résiliente. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui a développé des mécanismes, il y a un modèle économique qui permet et vous avez vu, elle est en train de se remettre, qui lui permet pas même de souffrir, mais de pouvoir se réadapter, de se relever. Maintenant, ce n'est pas une question de solidité économique. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi le monde est aussi impacté? C'est parce que la première chose qu'on a, c'est que déjà, il n'y a pas de flux. Donc tous les échanges commerciaux sont au ralenti. Donc il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'interaction. Donc quand les gens n'échangent pas, quand il y a quelqu'un qui est producteur, un producteur ne peut plus vendre sa production, si vous prenez le cas du Sénégal, nous sommes des pays qui vivent pour la plupart de matières premières, parce qu'on n'a pas encore le pétrole, on n'a pas encore le gaz. Donc on vit des exportations qu'on fait, des exportations qui génèrent des rentrées d'argent. Et les premiers pays, si vous voyez, c'est les premiers pays qui ont été touchés par cette pandémie-là, c'est les pays qui dépendent le plus largement de la vente de matières premières et du tourisme. Parce qu'il n'y a plus de flux économique. On ne vend pas, on ne peut pas acheter. Donc toute l'économie mondiale s'est arrêtée en tout moment. Donc c'est tout à fait normal que quand on ne produit pas, on ne peut pas faire des rentrées d'argent. Ça c'est même à l'échelle un boutiquier aujourd'hui qui reste une semaine sans vendre, mais il ne peut pas générer du profit. Et quand on ne génère pas du profit, on ne peut pas dépenser. On ne peut pas faire des investissements. C'est pour cette raison que nous connaissons comment dirais-je. Et vous avez raison, pour certains pays, par exemple africains, qui sont très éprouvés, dont les économies sont très éprouvées. Très bien, on va revenir en Afrique pour en parler. Mais est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire qu'il est temps de pencher sur le numérique en quelque sorte? Parce que tantôt vous avez entendu parler de mobilité, des échanges, le flux des échanges, mais est-ce que le numérique n'a pas sa place aujourd'hui dans la géopolitique mondiale? Oui, tout à fait, tout à fait. Vous avez, ça c'est une question très pertinente, vous avez bien fait de la souligner, parce qu'aujourd'hui, si prenez un secteur, le télétravail. Aujourd'hui, il y a des secteurs, qui ne peuvent pas travailler. Parce que tout simplement, aujourd'hui, les conséquences néfastes du virus-là ne permettent pas de regrouper un certain nombre de personnes, de personnel, d'employés dans un même espace. Ce qui fait qu'il est plus conseillé d'encourager le télétravail. Mais pour télétravail, il faut le numérique. Malheureusement, nous en Afrique, on n'a pas été trop entreprenants, on n'a pas été très dynamique dans le numérique, dans toutes les nouvelles technologies. Aujourd'hui en France, il y a le télétravail. Tu peux rester chez toi, tu travailles à distance. Par exemple, un journaliste de Gorel TV, il peut rester chez lui, il fait des montages et entre autres. Et mieux encore, vous avez vu ces derniers jours, à travers les réseaux sociaux, le professeur Mamchef Mbeng faire des cours en ligne. Oui. Imaginez aujourd'hui, si au Sénégal, dans nos écoles, on avait nos supports de cours à travers une plateforme numérique, mais ce serait bien. On n'aurait pas un problème de dire est-ce que l'année scolaire sera préservée ou pas. Parce qu'il suffisait juste de les pratiquement. Aujourd'hui, tout le monde a l'Android à la maison. Tout le monde a accès à Internet. Pratiquement, tout le monde a un téléphone Android. Donc il suffisait juste que les cours soient représentés autour d'une plateforme numérique et au fur et à mesure, le professeur puisse dérouler le cours, même chez eux, et ventiler. Et vous, l'élève, l'apprenant, à partir de votre téléphone Android, vous avez votre cours. Vous pouvez, maintenant, peut-être, après la crise, il y aurait juste un suivi, quelques cours de rattrapage, et on serait passé par là. Mais on n'a pas investi dans le numérique. Et c'est l'occasion de dire que c'est cette fracture numérique-là aussi à encourager quand même les impacts pratiquement à tous les niveaux d'activité. Pour terminer, imaginez aujourd'hui, je discutais avec un de vos amis, Lamine Baldé. Je disais que mais est-ce qu'il ne faudrait pas créer une boutique virtuelle pour SAF Agro? Ce qui fait que vous êtes en contact
parce que ça se fait dans certains pays. Vous avez le producteur qui est au champ, il a une plateforme au niveau de son portable, Android. Il peut aujourd'hui toucher un acheteur en Chine, un acheteur potentiel en Chine, avec qui il peut discuter, il lui envoie les différents produits, les photos. Encourager les startups, vous voulez dire? Encourager les startups, le développement des startups, encourager surtout l'entrepreneuriat au niveau des startups. Parce que ça, c'est encourager l'entrepreneuriat. C'est de mettre en avant toutes ces actions-là, toute cette plateforme-là, en termes d'infrastructures dans les nouvelles technologies et permettre aux jeunes Africains, éventuellement, et la situation que nous posons aujourd'hui, à faire face. Et à faire face, regardez aujourd'hui les gouvernements, les conseils de ministres, les sommets, tout se passe par visioconférence. Ce qui veut dire qu'on peut même travailler à distance. Et d'autres disent que l'économie numérique est beaucoup plus rentable qu'aujourd'hui parce que c'est le contexte actuel qui l'oblige. Il y a la mondialisation. Plus rentable, moins coûteux, plus pratique. Parce que ça ne vous permet pas, vous pouvez faire le travail de 3 ou 4 personnes en seul à la maison. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que si vous deviez être à votre bureau, vous êtes obligé d'avoir une secrétaire, vous avez un visite qui est à côté, alors que si vous avez le travail, vous pouvez rester chez vous, vous avez juste une plateforme, et ça vous permet d'être beaucoup plus mobile, parce que vous n'avez pas besoin d'être dans un espace pour travailler. Vous pouvez être à Saré Framba, à Saré Koli, je ne sais pas, à Kanya, et discuter avec quelqu'un et avec un fournisseur qui est aux États-Unis. Acheter une montre en Chine, acheter l'acier russe. Vous pouvez faire des interactions en étant mobile. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps confiné dans un espace où vous avez... Voilà. Et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Très bien. Alors, on a connu tout récemment la chute du baril de pétrole. D'ailleurs, sa plus faible chute qu'on n'a jamais connue. Alors, l'Afrique, dans tout ça, puisque le Nigeria et d'autres pays qui explorent le pétrole, le Sénégal qui espérait en 2023 sortir ses premiers barils de pétrole. Alors, qu'en est-il exactement? Quelles sont les conséquences de l'Afrique dans tout cela? Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, je vais préciser par rapport à la chute du baril. J'ai entendu des gens parler de dumping, qui signifie en marketing le fait de vendre moins cher à bas prix pour tuer un concurrent. Par exemple, moi, Abdou Baldé, j'ai une télévision qui s'appelle Abdou TV. Je veux tuer le concurrent Gorel TV. Je vais essayer de vendre des abonnements peut-être à 1000 francs pour que vos abonnements ne passent pas. C'est ça le dumping. Ce n'est pas la même chose avec le pétrole. Ce que nous avons avec le pétrole, c'est ce qu'on appelle la surabondance. C'est-à-dire qu'au niveau de la bourse, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui avaient du pétrole à vendre. Et à l'heure actuelle, les gens n'ont pas... Il y a un problème de transport, il y a un problème de logistique, il y a un problème de stockage. Les gens n'ont pas où stocker le pétrole. C'est ce qui s'est passé avec le cas du pétrole. Mais ce n'est pas une question c'est pas une chute. C'est une surabondance. On en a assez. On ne sait pas ce qu'on a fait. Personne ne veut acheter. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal qui achète le pétrole, il va l'amener où? Il va l'amener par... Donc, il y a un problème de stockage, il y a un problème de personnel. Parce qu'il y a toute une logistique derrière. Il y a un problème de transport. Tout ça, les gens n'en ont pas actuellement. Est-ce que ce n'est pas un message naturel pour dire aux dirigeants qu'il faut vraiment se retourner vers l'énergie renouvelable? Maintenant l'autre aspect. Ce qui est sûr, moi je suis optimiste, je suis un afro-optimiste, je suis un optimiste par nature. Moi je pense qu'on va relever. Mais on va se relever de cette pandémie-là. On va se relever de ces difficultés économiques-là. Maintenant, ce qu'il y a, par rapport au... Justement, c'est-à-dire qu'il faut profiter de la manne financière que nous donnent les IDO pour investir dans d'autres secteurs, sur la recherche, sur les énergies renouvelables. Allez à Dubaï aujourd'hui, vous pouvez avoir la neige sans pour autant être à Paris. Les gens ont investi dans des universités, dans des instituts de recherche, parce qu'ils préparent l'après-pétrole. Nous sommes en train de préparer. Les gens font même des avancées dans le désert pour construire des canaux à ciel ouvert dans le désert. Surtout l'Afrique qui a le soleil. Investir qui a le solaire. Donc on doit pouvoir, pour ne pas... Vous savez, c'est extrêmement dangereux de se confiner dans cet optimisme béat-là pour dire que moi je ne suis pas là-dedans, pour dire que oui, on a le pétrole, on a le gaz, donc c'est fini le Sénégal. Ce n'est pas ça. Oui. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont le pétrole, qui ont le gaz. L'Iran est là. Elle a même des difficultés pour contracter un prêt au niveau du FMI. Oui. Et pourtant, elle a le pétrole. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut
profiter de ce que, même changer de modèle économique, faire des prospectives, penser déjà à l'avenir, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, dans quel domaine faudra investir. Il faut prendre cet argent-là, toute cette manne financière-là, et l'investir dans des secteurs qui sont des secteurs d'avenir, comme l'énergie renouvelable, comme vous avez dit, l'éolienne. Vous avez vu le président Macky Sall d'ailleurs avec le programme de mix énergétique qui est en train de faire des efforts à saluer dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est des créneaux porteurs, c'est des pistes à exploiter. Très bien. Alors, parlant de président Macky Sall, on parle forcément du Sénégal. Aujourd'hui, on avait l'économie on espérait avoir d'ici la fin de l'année de 6,8%, c'est-à-dire à taux de notre économie. Maintenant, on parle de 3%. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas une mauvaise politique? Est-ce qu'on ne nous mentait pas sur les chiffres aussi, par rapport à ce chiffre? Non, vous savez, en termes de croissance, c'est des statistiques, c'est des prévisions. Prévision de croissance que cette année, peut-être on serait à 6,7. C'est des prévisions. Maintenant, ça dépend du dynamisme économique. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait de la mauvaise foi. Même si certains disent que la croissance, on ne la mange pas. Mais ce qu'il y a à noter sur ce point-là, c'est qu'aujourd'hui, au Sénégal, tous les secteurs qui portent la croissance sont impactés par le Covid. Et vous pensez que l'histoire n'a pas rattrapé la mauvaise politique sénégalaise? Oui. Je ne dirais pas de mauvaise politique, beaucoup plus de mauvaise politique. C'est qu'aujourd'hui, ce que je disais tantôt, en ce qui concerne la croissance, c'est-à-dire les secteurs qui portent la croissance, les télécoms, l'industrie, tous ces secteurs-là ont été impactés par le virus. Donc, il n'y a pas de productivité. La productivité va être très faible. Donc, on va créer moins de richesses. C'est dit à cela qu'on parle aujourd'hui pour ne pas parler de récession, on parle de baisse de la croissance. Maintenant, les politiques publiques, je peux être d'accord avec vous, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez investi sur les métiers d'avenir, sur la recherche, sur la formation. C'est important, sur l'éducation, sur la santé, et nous sommes en train de le subir aujourd'hui. Si vous voyez aujourd'hui, pourquoi je disais tout à l'heure que l'économie chinoise est résiliente. C'est-à-dire que si vous voyez un peu l'histoire de la Chine, c'est que chaque régime est pour imposer un acte allant dans le sens d'un changement de paradigme dans le modèle économique. La Chine est tantôt capitaliste, elle est tantôt capitaliste, ouverte sur le marché. Elle parvient à s'adapter par rapport à l'économie mondiale. Et si vous voyez, même avant le Covid, on parlait des nouvelles routes de la soie, avec Xi Jinping, qui va dire que je vais construire des ports en Afrique, je vais construire des chemins de fer qui vont quitter la Chine, aller jusqu'en Russie, qui vont même aller prendre du gaz en Europe. Je vais créer des lignes maritimes de la Chine jusqu'en Europe. Je vais même créer des bases militaires. Actuellement, il y a une base militaire. Pour la première fois dans l'histoire, il y a une base militaire de la Chine à Djibouti. Ça n'a jamais existé dans le monde. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une vision dans le long terme. Donc, c'est l'occasion pour nous, Africains, pour le Sénégal en particulier, d'avoir une vision et de revenir même sur notre modèle économique. Il faut qu'on revoie notre modèle. Il faut qu'on ait un modèle économique propre à nous, propre à nos réalités, propre au contexte dans lequel nous vivons. Nous allons exploiter bientôt du gaz, du pétrole. Il faut qu'on ait un modèle économique qui va, peut-être de ma part, qui va mettre l'accent et sur la formation, et sur la recherche, et sur les infrastructures, surtout dans les domaines sociaux, que ce soit l'éducation et la santé. Et maintenant aussi l'accompagnement des startups. Je pense que des startups comme des gens comme Gore TV qui font dans l'entrepreneuriat, dans les multimédias, dans la télécommunication, ils ont besoin d'être accompagnés. Mais il faut au préalable lutter contre la corruption pour qu'on arrive à ce stade. La corruption, ça c'est un mal de tout le monde. Il y a des corruptions. Malheureusement, alors, tout à l'heure vous évoquiez de pétrole, de l'économie au Sénégal. Alors, le président Macky Sall portait comme le porte-parole de l'Afrique, c'est-à-dire les dirigeants d'Afrique, pour l'annulation de la dette. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'annulation de la dette, est-ce que aussi ce n'est pas une sous-estimation de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident ou bien de l'Asie? Parce que si aussi on te disait pays de développement, pays en voie de développement, est-ce qu'on allait aujourd'hui parler de l'annulation de dette en quelque sorte? Oui. Parce que le Covid-19 ne fera pas que l'Afrique. D'ailleurs, l'Afrique est le continent le moins touché. Oui, ça c'est vrai. Mais vous savez, nous sommes le continent le moins touché, ça c'est vrai. Mais nous sommes le continent le plus vulnérable. Parce que ici,
Quand même, il faut le dire, tout à l'heure, vous parliez de problèmes de gouvernance en parlant de corruption et autres. Oui, c'est ici où se trouvent tous les problèmes. Vous savez, quand le secrétaire de l'État parlait de millions de morts en Afrique, bon, il y a un aspect où je ne suis pas d'accord. Mais quand il le disait, ce n'est pas, moi je ne le vois pas comme certains intellectuels africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginez, prenez même Vélingara là où nous sommes. Aujourd'hui, même quand vous avez des complications pour accoucher, vous êtes obligé d'aller à Tamba. Oui. Imaginez maintenant qu'on soit à une situation où on doit prendre des milliers de patients. Alors que nous ne sommes pas préparés. Nous n'avons pas les infrastructures sanitaires nécessaires pour gérer cet afflux de patients-là. C'est ça le problème, c'est ça la situation. Aujourd'hui, on nous parle de 6-7 morts. Oui, mais quand on va arriver à des milliers de patients, où maintenant, l'infrastructure sanitaire aura oublié de faire des choix sur qui soigner, qui ne pas soigner, sera un problème. Donc il faut éviter, c'est-à-dire, le problème c'est à ce niveau-là, d'éviter d'arriver à cette situation-là. Maintenant, oui, Macky Sall, il a été coopté dans le comité. Moi, je suis contre l'annulation de la dette. Mais est-ce que ce n'est pas un leadership qui est mis en œuvre, puisque se battre contre le Covid-19 dans son pays aussi porter notre combat continental? Vous savez, nous sommes un petit pays. Nous sommes un petit pays, le Sénégal, mais nous sommes encore un grand pays, de par notre ouverture, de par notre diplomatie, de par notre stabilité politique, de notre portée démocratique. Ça, c'est une longue tradition de diplomatie et aussi de résilience sur le plan institutionnel, politique et démocratique qu'il faut saluer. Donc, ce qui fait que le Sénégal est une porte-voix, qui peut porter à travers le monde. Le Sénégal est très écouté. Mais déjà, on ressent nettement, il y a un problème de communication parce que l'Europe parle de moratoire, nous, en Afrique, on parle de l'annulation de dette. Moi, il y a quelque chose qui m'a gêné dans cette affaire-là. C'est que quand j'ai entendu Macron dire que oui, il a fait. Parce qu'en réalité, 40% de notre dette, on la doit à la Chine. D'accord. Parce que la Chine est moins regardante que par rapport à l'Europe. L'Europe, aujourd'hui, pour qu'on puisse te donner une dette, que tu puisses t'endetter dans les institutions, en Occident, c'est pas la même chose en Chine. Aujourd'hui, on s'est beaucoup endetté avec la Chine et malheureusement, on l'a investi dans des dépenses de prestige, dans des procès de prestige, tape à l'œil, qui nous sont d'aucun apport. Par exemple, moi, je n'ai pas été d'accord avec des trucs d'Arena, Dakar Arena, Dakar, parce que jusqu'à présent, on l'a eu depuis 2 ans. Ils ne sont pas exploités. Et ça nous a coûté de l'argent. On va payer cet argent-là. Le terre. Pour ne pas parler même du terre. Terre, bon, dans le on a un problème de transport. Mais c'est juste pour vous dire ça. Donc moi, j'ai été un peu gêné quand j'ai entendu Macron le dire. Parce qu'on doit 40% à la Chine. Maintenant, l'autre aspect. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'annulation de la dette. Parce que par principe, il ne faut pas aussi habituer. Combien de fois on a annulé la dette des pays? Vous vous rappelez du programme PPTE, pays pauvres très endettés? Combien de fois on a annulé la dette des pays pauvres? Mais chaque fois, on a vu que les gens se relèvent, ils vont encore contracter d'autres prêts, ils vont encore investir dans d'autres secteurs, il y a des gens pour des réformes constitutionnelles, pour des dépenses de principe. Au lieu d'investir dans des secteurs où on a le plus besoin, on a plus de besoins, comme la santé, comme on l'a dit tout à l'heure, et l'éducation, entre autres. Ça, c'est un problème. Moi, mon position avec certains peut-être experts, même si je ne suis pas un expert, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on devait faire un refinancement de nos dettes. Quand je parle de refinancement, je parle de moratoire. D'accord. Pour un délai, Oui, pour le moratoire. Mais d'autres disent que ce n'est pas méchant d'annuler la dette, mais c'est l'argent qui a été déjà contracté. Est-ce qu'on va investir cet argent? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi, comme cette malgouvernance dont on parlait souvent, la corruption? Est-ce qu'on ne va pas détourner le détournement d'objectifs? C'est le souci qu'on a. C'est-à-dire que des gens pourront profiter de cette situation-là pour contracter plus de dettes, et non pas, après la situation du Covid, investir dans les domaines qui ont été les plus touchés, soutenir l'indice de l'entreprise, soutenir les PME, les petites et moyennes entreprises, soutenir même certains secteurs, mais ils vont aller investir ça ailleurs. Ce sera une perte de temps, ce sera même un détournement d'objectifs, si je peux m'exprimer ainsi. Et ça, ce n'est pas pertinent. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'aujourd'hui, on va refinancer. Ça permettra à certains pays de souffler. On a accordé récemment à 25 pays, parce que eux,
Et dans un programme, on n'avait même pas accordé au Sénégal, les gens se sont emballés pour dire que oui, le Sénégal n'a pas. C'est parce que eux, ils étaient dans un compact, dans un programme qui avait des problèmes, qui était sous perfusion économique, financière. Le Sénégal n'était pas dans cette situation. C'est pourquoi le Sénégal a eu son compact après. Donc, c'est de permettre à ces pays-là, non pas les donner de l'argent pour qu'ils vont aller dépenser, mais qu'ils vont aller investir, soutenir la situation des impacts causés par le Covid-19. C'est ça, pour ma part, il ne faut pas annuler la dette, mais il faut faire un refinancement. Et puis aussi, il faut que nos institutions financières sous-régionales, zones de financement sous-régionales, régionales comme la BOAD, la BAD, s'inscrivent dans cette dynamique-là. Puisqu'aujourd'hui, le programme, parce qu'aujourd'hui il y a des pays, nous on n'a pas encore atteint le seuil d'endettement de 70%, voilà, qu'on puisse quand même bénéficier quand même des entrées d'argent nous pour faire face. Et autre chose, c'est que Aruna, je ne sais pas, je vais faire une digression, mais aujourd'hui, c'est qu'à la sortie, c'est l'occasion même d'entrer dans l'éco. Dans l'éco. Ouais. Vous savez pourquoi? Oui. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Aujourd'hui, quand vous prenez les apports, ils sont pratiquement à 200%. Mais le taux d'endettement. Un enfant qui vient d'être né, mais déjà critiqué. Mais oui, c'est vrai, mais c'est l'occasion. Moi, je pense que c'est l'occasion d'aller vers vous. Vous savez pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème avec la dette, c'est quoi? C'est que quand vous vous endettez en devise étrangère, vous payez en devise étrangère. Aujourd'hui, avec les impacts du Covid, on a moins de devises étrangères. C'est-à-dire que quand vous vous endettez en dollars, vous êtes obligé de payer en dollars. Alors que imaginez si on avait le même espace économique, si on pouvait s'endetter, nous dans l'espace économique, qu'on s'endette en éco et qu'on paye en éco, ce serait moins de coûts, ce serait moins coûteux pour nous. Parce que tu vas t'endetter aujourd'hui en 2020 en milliards de dollars, que tu vas payer peut-être dans 5 ans, ou je sais pas, dans 10 ans, je sais pas. C'est un exemple que je donne. Demain, il y aura de l'inflation, dans vos cités, ou baisser, ou hausse. Et comme ça, tu es obligé de supporter les coûts du crédit. D'accord. Alors que si tu avais contracté un prêt en monnaie nationale, par exemple en éco, c'est rien au sens. Tu avais pris, mais bien, tu peux même bien, sans. D'accord. Alors, autre chose, on voit que le compte de riposte contre le Covid-19 a été alimenté à une somme extraordinaire, pour dire faramineuse. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que le président de la République a été accordé du pouvoir de la loi d'habilitation, il a tous les pouvoirs entre ses mains, est-ce que ce n'est pas aussi un pouvoir de trop pour le président de la République, le fait d'accorder une loi d'habilitation avec cette manne financière, cette mallette d'argent-là pour gérer lui seul? Ça a déjà créé des critiques à l'opinion, surtout au niveau national. On voit que la classe opposition a déjà soulevé un débat par rapport à cela. Moi, je pense que, franchement, sincèrement parlant, je pense qu'on n'avait pas besoin de tout ça, quoi, de perdre tout notre temps là à parler de loi d'habitation. On n'a pas besoin de tout ça. Dès l'instant qu'il y a encore. Parce que dès l'instant que le président de la République a reçu majorité, opposition, toutes les couches de la société, il y a eu un consensus autour de la question. D'autres avaient lancé des alertes. C'est ce que je dis. Juste après leur sortie de la ça, c'est bien. Moi, je suis d'accord avec ces alertes-là. Oui. Juste, on pouvait faire une loi d'habitation juste pour la gestion de la force Covid. Les fonds, juste pour la gestion. Et maintenant aussi, si les mesures fiscales, économiques à faire. On n'avait pas besoin de dire, oui, le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le cas au Sénégal, il est possible qu'on puisse passer des lois, profiter de ces situations-là pour régler des... Voilà, pour prendre de l'argent un peu de gauche à droite, pour régler des questions institutionnelles, autres. On est en plein couvre-feu, en état d'urgence, il y a tout ça. Donc, moi, je ne pense pas que ça soit correct. Parce que personne ne l'a fait ailleurs. L'attribution du marché, vous le trouvez juste? C'est ce que je dis. J'en viens à ça. Oui. Vous savez, dès l'instant que vous voyez sur le dossier d'appel d'offres, procédure d'urgence, il y a problème. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, comme la loi d'habilitation le stipule, on ne donne plus le temps à l'autorité des marchés publics de voir aujourd'hui les marchés, les appels d'offres qui sont passés pour faire un contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a plus de contrôle. On donne au président de la République de plein pouvoir. C'est là où se trouve le problème. Et maintenant,
Parce que les procédures d'urgence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on peut donner à... On dit, ouais, moi j'ai donné à Liu parce que c'est le moins 10 ans. L'autre m'a dit 4 milliards et quelques, lui, il m'a dit 3 milliards 500. Je lui ai donné. Il m'a dit qu'il a un stock. Par exemple, le nommé Hassem dont on parle, le Sénégalo-Libanais, dont on parle, il y a des gens qui disent qu'il a créé sa deuxième société il y a juste 4 mois, 6 mois, je ne sais pas. Il y a un problème. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai jamais entendu parler de lui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un fournisseur quand même honnête. Voilà. Ça, c'est des problèmes à régler. D'accord. Et maintenant, autre chose. Oui. Maintenant, c'est au niveau, un autre exemple. J'ai vu avec un maire, quelque part, qui a une entreprise qui gagne au marché. Un député qui a une entreprise qui gagne au marché. Ça pose problème. C'est des choses qu'on ne devait même pas entendre au Sénégal. Le cas de Diopsi. Je parle de Diopsi, avec IDE. Et Diopsi, en l'occurrence, il paraît que son entreprise est en liquidation judiciaire. Ça, c'est des problèmes qu'on ne devait même pas avoir. Donc, des cas comme ça, je pense que le Sénégal devait les dépasser. Parce que aussi, c'est pas parce qu'on est dans une situation inconfortable qu'on doit passer sous silence tous ces aspects-là de bonne gouvernance, de contrôle qui doit impacter à l'autorité. Il faut être vigilant parce que c'est de l'argent du contribuable sénégalais. C'est de l'argent de la participation de tous les citoyens du pays. Et l'argent même des dettes qui seront payées par nous et peut-être par des générations à venir. Donc il faut être... D'accord. En dehors d'être consultant en développement et microfinance, vous êtes aussi acteur politique parce que vous militez dans le RCD, un parti qui est d'ailleurs né à Vélingara. Alors, quel est votre regard par rapport au choix des personnes qui vont bénéficier de vivre ici à Vélingara en quelque sorte? Déjà, il y a des polémiques qui disent que voilà, le choix a été partisan, bon, on ne sait pas, voilà. Vous savez, dès le départ, quand on choisit, on élimine. Faire un choix, c'est éliminer. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas partager. Moi, je pense qu'il faut que les gens aussi, que les responsables politiques, nous, responsables politiques, qu'on puisse parfois s'élever. Parce que ça, déjà dans la dynamique du président de la République, la gestion de ces crises-là a requis quand même l'assentiment de toute la composante sénégalaise. Donc il faut que nous, à notre niveau, même au niveau de la base, que les gens puissent se lever et mettre les intérêts collectifs au-dessus des intérêts partisans, politiques, entre autres. Même dans le choix, moi personnellement, j'ai remarqué que dans le choix, pour la gestion dans les comités de ciblage, il y a quelque part des problèmes. Mais dans un autre cas aussi, j'ai constaté que avec un certain nombre de personnes qui sont dans une certaine comment dire, maturité, objectivité et sérieux dans le travail. J'ai vu voilà, des gens faire un travail sérieux quant au choix des personnes vulnérables. Maintenant, c'est ces gens-là. Pourquoi on a demandé par exemple aux directeurs d'école, ses secrétaires, parfois certains enseignants, aux associations de jeunes, aux instances de jeunes, de femmes, c'est pour que ces gens-là, parce que malheureusement, il faut le constater, il faut l'accepter. Au niveau de nos instances dans les quartiers, nous avons parfois des délégués de quartier qui n'ont pas les mêmes préoccupations que par exemple l'autorité, comme Macky Sall. Eux, ils ne comprennent pas. Ce qu'ils comprennent, c'est que c'est comme si c'est l'APR qui m'envoie à distribuer, donc j'en distribue d'abord dans ma famille pour penser aux autres. Donc, ces gens-là, je pense qu'il faut les accompagner. Il faut les accompagner en leur donnant, en fournissant la bonne parole, la bonne information du moins, mais les accompagner en faisant le bon choix. Parce que, déjà, moi je dis à l'entame du processus-là qu'il y a un problème. Parce que quand vous, déjà dans le registre national, on vous dit les bourses familiales. Nous tous, nous convenons que les bourses familiales ont été un échec. Parce que dans le bourse familial, on voit des fonctionnaires, des enfants qui bénéficient des enseignants qui bénéficient de la bourse familiale. Il y en a ici. Imaginez maintenant que ces gens-là se retrouvent au niveau des listings, des gens qui seront, qui vont bénéficier de l'aide de l'État. Ça pose problème. Il y a un problème. Moi, je dis que un enseignant, on fonctionne. Vous avez souligné le problème au niveau de la préfecture. Oui, je ne suis pas au niveau de la préfecture, là où je dois le signer. Parce que moi, je ne fais pas partie du... Parce qu'il ne faut pas confondre les rôles. Moi, ce que je peux faire en tant que citoyen, si je constate des anomalies ou je vois quelque chose qui ne va pas, c'est de saisir ceux qui posent à notre paix. Ceux qui n'ont pas les instances de zone. Saisi l'autorité? Oui, des instances de zone, ou bien les OCB,
ou bien au niveau, parce qu'on a des amis, des grands frères, des parents, peut-être qui sont dans le comité, de le saisir, de le faire remarquer qu'il y a des choses à corriger. Il y a des correctifs à apporter. Maintenant, c'est à leur niveau de porter l'affaire. Ce n'est pas à moi, de manière individuelle, pour le faire. Parce que aussi il faut le comprendre dans cette dynamique-là. Et le RCD, qu'a-t-il fait dans l'effort de guerre? Oui, le RCD, le président déjà, quand le président Barika, la situation s'est déclarée, il a fait un don de riz, don de vivres. Mais ça, c'est le conseil départemental. Non, avant le conseil, je ne parle pas du don du conseil départemental, c'est bien avant ça. Il a contribué financièrement en dons et en produits au niveau du comité départemental, mais aussi à l'endroit des couches vulnérables, que ce soit les DARA, entre autres. Combien? Et je n'ai pas les chiffres exacts parce que je n'ai pas été associé directement par rapport à ce processus-là. Et mieux encore, par rapport aux familles qu'on avait ici en quarantaine, il avait contribué aussi financièrement et en vue pour gérer ça. Et même à l'échelle des militants aussi. Et à ce jour, il a débloqué un montant de 4 millions, 2 millions, je ne devais peut-être même pas le dire, parce que 2 millions qui seront affectés aux mototaxis. D'accord. 1 million à la gare routière et un autre 1 million pour le RCD. Vous avez vu qu'il a cette approche-là, d'inclusion sociale. Parce qu'aujourd'hui, au lieu de donner peut-être 2 millions, 3 millions au parti, au RCD, il a préféré donner 2 millions au mototaxi. Et 1 million au garage et 1 million maintenant au parti. Donc, ça c'est une bonne chose. D'accord. Alors, l'émission tire à sa fin, le temps qui nous a été imparti est quasiment terminé. Alors, juste vous donner un mot pour dire, peut-être rappeler les gestes barrières auprès de la population, quelles sont les mesures à prendre, parce que la pandémie elle est réelle, elle est mortelle, même si les gens restent encore réticents par rapport à ce virus, l'existence de ce virus, je veux dire. Alors, je voudrais d'abord dire un mot avant de passer à la sensibilisation. C'est que, malheureusement, tu n'as pas posé cette question-là, c'est que nous sommes dans une zone d'émigration. D'émigration. Je pense que aujourd'hui, aussi bien au niveau du comité de ciblage, nous devons penser à ces gens-là. Parce que même aujourd'hui, à l'échelle mondiale, nous allons vers une crise. Parce qu'aujourd'hui, si nos pays ne parviennent pas à développer des pratiques de résilience, en soutenant ces coûts favorables, on va encore dans les jours à venir encore plus connaître de départ. Parce que plus les gens vont souffrir ici, plus ils iront en Europe. Et là, c'est un problème pour l'Europe. Donc c'est un problème global. Donc il faut que les gens essaient de voir. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de choses, on parle aujourd'hui de taximans, on parle de couches vulnérables qui ont été impactées, mais on parle moins. Mais ça, est-ce que c'est pas au niveau national qui le gère? Oui, c'est au niveau national. Il faut que les gens pensent à ça. Parce que nous qui sommes à Vélingara aujourd'hui, la plupart des familles aussi d'immigrés ici, il y a certains aujourd'hui en Espagne, en France, peut-être aux États-Unis qui ne travaillent pas, qui ne travaillent plus depuis, en Italie qui ne travaillent pas. Parce qu'il n'y a pas de travail actuellement. Les gens n'en peuvent pas au travail. Donc il faut qu'on pense aussi à ces familles-là. Il faut que dans l'élan de solidarité, que les gens pensent à ces familles-là. C'est vrai que parfois vous pouvez voir un certain confort extérieur, mais dedans, c'est des familles qui sont à l'étranger qui prennent ces gens-là en charge. Donc il faut que dans notre approche aussi, on pense à ces gens, voir ce qu'il y a lieu de faire. Et ça, cette approche-là, c'est au niveau des délégués de quartier et autres. C'est des gens-là, d'abord, c'est des filles-là. Parce qu'aujourd'hui, globalement, quand vous prenez la crise, les pays qui sont le plus impactés, c'est les pays d'immigration, forte immigration, c'est les pays qui dépendent pour la plupart de la vente de leurs matières premières et les pays de tourisme, entre autres. Parce que ce sont les plus impactés. Parce qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de mouvement. Donc à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des efforts du gouvernement. Maintenant, pour terminer, je voudrais encourager nos populations à rester vigilants d'abord, à respecter les gestes barrières, à se laver les mains périodiquement, à porter un masque, à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale et bouger le moins possible, circuler le moins possible, circuler que quand c'est nécessaire. Pour le reste, restez chez vous et profitez du Ramadan pour méditer aussi, pour prier pour toute la Oumma, pour le Sénégal et pour le monde entier, pour qu'on puisse connaître une solution le plus rapidement possible. Peut-être qu'il nous viendra de Madagascar, Covid organisme. Avec le remède qui a. Voilà. Et maintenant, pour terminer, enfin, pour vous remercier aussi, vous faites un excellent travail de communication.
avec Gorel TV. Et nous nous encourageons. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, même dans les efforts de développement, à travers le monde, les gens encouragent l'entrepreneuriat, des startups, des idées comme ça. Et c'est vrai que vous aussi, vous serez impacté véritablement, pour ne pas dire un peu, par les effets de cette pandémie-là. Mais c'est de développer des attitudes de résilience. Et surtout, c'est ça qui permet aussi à l'entreprise de voir loin, de dire que donc il y a des choses qui peuvent m'arriver, des choses qui ne dépendent peut-être pas de ma gestion, et de développer des gestes de résilience, et encore une fois. Et merci encore une fois Harouna, merci à toute l'équipe. Merci Abdou Diouf d'avoir accepté à notre invitation. Mesdames et messieurs, votre émission Info Corona tire à sa fin. Rendez-vous très prochainement. Merci. Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying, my people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi et tout.